Alors, nous sommes ici pour parler de ce livre qui nous apprenne les cas limites, paru récemment dans la collection Unus édition RS. C'est un ouvrage collectif dirigé par vous deux, Roland Schemama et Christian Hoffmann. Alors, je vous poserai une première question. Si j'entends bien, ce livre est un hommage à Moustapha Safwan, psychanalyste émérite de la psychanalyse lacanienne, qui nous a quittés en 2020 déjà. Pourquoi ces livres lui rendent aujourd'hui hommage? Alors, vous avez raison, ce livre est plus qu'un hommage à Moustapha Safwan, dans le sens où Moustapha Safwan voulait encore traiter à la fin de sa vie cette question des cas limites dans l'analyse, comme il disait, qui l'occupait depuis quelques années, depuis qu'il avait publié son dernier ouvrage sur la civilisation post-oedipienne. Alors, il a tout de suite précisé que ce qu'il appelait par cas limites, ce sont des cas qui, d'après lui, sont susceptibles de produire un épisode psychotique dans une cure analytique. Il a développé une théorie concernant ce qu'il appelait ces cas limites dans l'analyse. Il considérait que pour ces sujets-là, il y avait une inscription du nom du père, il y a une inscription, mais une inscription qui n'est pas opérante dans la subjectivation du sujet. C'était son point de départ. Et à partir de là, il voulait réunir un petit groupe d'analystes, ce que nous avons fait avec lui. Et on a commencé le travail. Bon, il est mort peu de temps après, et nous avons poursuivi ce travail avec Roland et des amis analystes. Et c'est ce travail qui a abouti à cet ouvrage. Je vais enchaîner avec cette deuxième question avec vous, Roland Schemama, parce que nous lisons très vite que ces livres ne se limitent pas justement à un hommage, parce qu'il y a déjà une prolongation du travail, là, comme vous dites, mais qu'il est aussi un livre engagé, clinique, politique. Vous avez pris les partis avec Jean-Pierre Lebrun de ressusciter ces termes controversés chez les lacaniens, je précise chez les lacaniens, des états limites au borderline. Vous avez choisi de les nommer ici les cas limites. Mais on connaît cela aussi sous les noms de psychose blanche, perversion ordinaire, etc. Pourquoi autant de nomenclature? Comme si les cas limites nous échappaient sans cesse, comme s'ils ne se laissaient pas nommer, finalement. D'abord, peut-être pour reprendre cette question de l'hommage à Safwan, les choses sont peut-être un petit peu plus complexes encore que Christian l'a dit, en ce sens que Moustapha Safwan avait un projet de travail qui nous a fait part, qui nous intéressait, et qui est venu à un bon moment où, par ailleurs, nous avions envie de construire un groupe avec des formes de travail spécifiques et prenant des questions de clinique contemporaine. Et, disons, notre projet est celui qui... notre projet rejoignait, en quelque sorte, celui de Moustapha Safwan, et bien entendu, la façon dont il nous encourageait était essentielle. C'est d'ailleurs intéressant de voir que sur une question qui effectivement a été controversée par les lacaniens, a été même parfois rejetée, cette appellation de cas limite, quelqu'un qui était, comment dirais-je, un ancien et qui avait un engagement de plusieurs dizaines d'années de travail à partir de ce qu'amenait Freud et Lacan, a été intéressé par ça. Il ne le rejetait pas comme d'autres. Parce qu'effectivement, c'est vrai que la notion de cas limite était rejetée. Peut-être d'abord parce que les analystes lacaniens et d'autres avaient l'impression qu'on ne pouvait avoir une position rigoureuse qu'en s'appuyant sur le ternaire lacanien, névrose, psychose, perversion, alors qu'en même temps, dans la pratique, nous voyons bien que tout n'y rentre pas si facilement. Et donc, voilà, il fallait effectivement un effort de pensée pour introduire ces choses nouvelles. Est-ce que, je crois qu'il y a donc la question de cette difficulté à nommer ces cas-là. Pourquoi difficile à nommer? Peut-être d'abord parce que le champ de ce que nous appelons cas limite est quand même assez diversifié. Ensuite, parce que les analystes abordent ce champ, chacun à sa façon et à partir de ce qui les intéresse. Quelqu'un qui travaille plus sur la psychose va voir dans les cas limites
ce qui n'est pas tout à fait une psychose, mais qui ressemble beaucoup. Et puis donc, précisément parce qu'il y a ces difficultés, parce que on n'a pas au départ tous les éléments de repérage traditionnels, l'analyste est obligé d'engager beaucoup de lui-même et d'assumer, plus encore peut-être qu'ailleurs, sa responsabilité d'analyste. Je poserai la troisième question. C'est un livre qui essaye de faire un repérage clinique théorique de ce que nous appelons aujourd'hui aussi la clinique contemporaine, la clinique actuelle. Alors, qu'entendons-nous par clinique contemporaine? Oui, alors c'est une belle question. J'ai l'habitude, parce que j'aime bien cette proposition de Winnicott. Winnicott a dit très tôt, en travaillant, on sait qu'il a beaucoup travaillé sur l'adolescence, il a dit très tôt, l'adolescence est le baromètre du social. Je trouve ça extraordinaire comme phrase. Et je me l'approprie, nous nous sommes appropriés, je pense, de cette façon-là, dans le sens où nous pouvons dire peut-être aujourd'hui que notre clinique psychanalytique est une clinique du social. Et elle est le baromètre du social. Comme on dit, elle permet de faire un diagnostic social même parfois. Alors, pour développer un peu cette idée à partir des états limites, des cas limites, on pourrait dire plutôt, pourquoi vous avez choisi cas limite et pas état limite? Voilà, exactement. Oui, on a préféré cas limite pour justement insérer notre réflexion dans notre clinique analytique qui est une clinique sous transfert, comme vous l'avez dit. Pour développer un peu cette idée, je partirai d'un des faits cliniques les plus importants de ces cas limites, qui est ce que les patients qui viennent nous consulter et qui témoignent aujourd'hui, à savoir ce vide d'existence. Celui d'un patient qui parlait de son vide d'existence. Ce vide qui est central dans la clinique des cas limites, ce vide peut être abyssal. Et ce qui fait que l'analyste se pose la question, mais qu'est-ce qui à notre époque peut produire un tel vide d'existence? D'ailleurs un vide qui fera l'être même du sujet. Nous ne sommes pas loin de la mélancolie dans ce que vous dites là. C'est Alors, possible. est-ce qu'il y a des croisements? C'est possible dans le sens... Comme ça touche à l'être là, comme vous dites. Oui. Dans le sens où, dans la pratique analytique, on va chercher ce qui fait bord, justement, à ce sentiment de vide. On le cherche. Ce qui donne d'ailleurs tout de suite l'idée que c'est une clinique de bord. On pourrait dire que vous avez travaillé en séjourné sur la topologie, c'est une clinique de bord. Justement, que la notion de frontière, des trois structures classiques, je veux dire bien définies, bien placées, on ne l'a pas. Alors, qu'est-ce qui fait bord? Ce qui fait bord, c'est entre autres, notamment concernant ce vide d'existence, c'est que ces patients témoignent souvent d'une difficulté qu'ils ont rencontrée dans leur éducation familiale, à savoir qu'ils avaient par exemple des parents très actifs, très préoccupés par la réussite sociale, mais les parents préoccupés, qui ont eu un désir d'émancipation sociale par exemple, ont oublié de transmettre ce désir d'émancipation sociale. Et on a souvent des témoignages dans notre pratique qui mettent le doigt sur une absence de transmission entre parents et enfants. Et ce qui fait qu'on se retrouve, il me semble, dans une clinique que Lacan a commencé à élaborer dès le séminaire sur les symptômes, en parlant de Joyce, lorsqu'il parle justement d'une forclusion de fait. D'une forclusion de fait. Et il dira justement, à propos de Joyce, il dira que la forclusion de fait, c'est une absence de transmission entre les parents, particulièrement le père, et les enfants. Et il dit ça de Joyce, notamment, en disant justement qu'un père n'a droit au respect des enfants que s'il y a eu acte de transmission. Et donc, effectivement, on a une idée, avec cette conception de Lacan d'une forclusion de fait, on a vraiment une approche de cette clinique, il me semble. Ça serait, à votre avis, je veux dire, ça, les mécanismes, on va dire, des défenses, je veux dire, des cas limites, ça serait cette forclusion de fait? C'est l'hypothèse qu'on soutient de cette façon-là, en nous appuyant sur cette notion de forclusion de fait de Lacan.
dans le sens, et c'est là qu'on rejoint la théorisation de Safon, dont on a publié justement un chapitre dans cet ouvrage où il évoque son élaboration, à savoir, comme le disait Lacan, que le nom du Père est bien inscrit dans l'appareil psychique, on pourrait dire, mais il est du fait de cette manque de transmission, de ce manque de transmission, il est inopérant. C'est-à-dire c'est comme un nom qui ne remplit pas sa fonction. Le Père a une fonction, comme disait Lacan. Le nom du Père ne remplit pas la fonction paternelle. C'est-à-dire il y a une non-métaphorisation. Hein, ou on pourrait, moi je le dirais autrement aussi, c'est-à-dire que le sujet, dans cette situation psychique, confronté à certains événements, est dans l'impossibilité de s'autoriser du nom du Père. Oui, c'est-à-dire qu'il a, quand il est appelé, comme pour la psychose, il ne peut pas répondre. Voilà, Sauf voilà. que, si j'entends bien, il ne peut pas répondre localement. Exactement. Hein, Ouais, c'est-à-dire ouais, que ce n'est ouais. pas quelque chose qui viendrait, effectivement, je dirais, couvrir tous les sujets. Hein. Donc on est dans quelque chose de cette forclusion de fait, ce qu'on pourrait peut-être dire une forclusion locale. Oui, notamment, vous avez raison, notamment à l'adolescent, lorsqu'on se pose la question, on pourrait dire, du passage à une sexualité adulte. Par exemple. Et là, nous avons beaucoup d'adolescents et d'adolescentes qui sont en difficulté pendant des années dans la cure par rapport au fait de pouvoir s'autoriser de ce passage vers une sexualité adulte. Bien. Alors, peut-être une dernière question, Roland. Est-ce qu'il est cas limite donc, que vous traitez dans cet ouvrage et dans vos pratiques correspond à ce que Charles Melmond a identifié et baptisé les nouvelles économies psychiques il y a déjà 20 ans? Alors, non, c'est une question intéressante. Il faut dire que c'est une question qui est posée explicitement dans le livre, dans plusieurs des chapitres du livre. C'est-à-dire, c'est une question que nous avons forcément rencontrée. Il y aurait une autre façon de la poser d'ailleurs. C'est celle qu'un jour m'a fait valoir le président de la Ligue actuelle, qui m'a dit, voilà, qui m'a dit, dans la liste des nominations de ce que nous désignons comme cas limite, il y en a une qui semble avoir été oubliée et qui est la nouvelle économie psychique. Moi, pour essayer de répondre à une question qui est difficile, je vais la donner à partir de ce que j'ai travaillé moi-même depuis un certain nombre d'années. À un moment donné, j'ai travaillé notamment sur la dépression. Et c'est vrai que les dépressions sont des manifestations fréquentes dans le cas limite. Hein, c'est souvent ainsi que ça se présente. Et donc, à l'époque, le livre de Melmond et Lebrun était sorti, hein, et donc on avait cette notion d'une nouvelle économie psychique qui faisait tout un pan de la nouvelle clinique. Et moi j'avais dit peut-être que les dépressions constituent la deuxième face de la clinique contemporaine. Je continue à penser que il y a une clinique contemporaine dont l'unité repose sur ce qu'il a produit, c'est-à-dire sur des phénomènes peut-être sociaux d'abord, hein, des mutations sociales, des perturbations dans les rapports parents-enfants, différentes choses qu'on connaît bien. La sexuation voilà, aussi, qu'on connaît bien dans le monde contemporain, je ne vais pas tout reprendre. Il y a donc, comme ça, un certain nombre de déterminants de ce qui peut faire difficulté pour le sujet moderne. Hein. Et la première idée, ça serait que là où il ne peut pas se soutenir de structures symboliques fermes, hein, assurées, là, on ne peut pas aller, pour le dire vite, d'une inscription phallique évidente, hein, il peut soit, comment dire, renoncer à soutenir un désir, hein, comme dans les dépressions, par exemple, ou bien trouver une voie de recours dans une jouissance, hein, qui vient en quelque sorte le consoler de cette perte, hein, qui est une sorte d'autothérapie. Hein, et donc on a soit l'un, soit l'autre. En fait, ce que nous percevons lorsque nous voyons comment les choses se passent vraiment, c'est qu'il y a des déplacements possibles d'un type de pathologie à l'autre. Hein. Un sujet qui n'est pas à l'aise avec la jouissance à tout prix du monde contemporain va se réfugier dans la dépression, dans le repli, dans l'inhibition comme repli par rapport au monde contemporain. Le sujet qui comment dire,
en revanche, est dans une inhibition radicale, une dépression forte, voisine, c'est vrai, de la mélancolie, hein, peut-être essaiera une autothérapie du côté d'un passage à l'acte pervers ou toxicomaniaque. Donc on a effectivement des déplacements possibles. C'est ce qui donne voilà, la clinique, l'analytique n'est jamais simple. Hein. On n'a pas des cas dessinés une fois pour toutes, le sujet est une fois pour toutes. Plus d'ailleurs que la notion même de limite, qui par ailleurs est intéressante hein, pour nous, mais il y a aussi la notion de confins. C'est-à-dire qu'on peut se trouver aux confins, on est dans une zone, mais on est aux confins de l'autre. Et donc il y a une possibilité de basculer, de changer de bord, de traverser la frontière. Hein. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important à travailler. À la suite du travail sur ce livre, on a d'ailleurs réfléchi sur la notion même de structure clinique analytique, au sens analytique. Qu'est-ce qui peut la psychanalyse alors, je veux dire, pour ce type de cas limites? Est-ce qu'on est armé? Est-ce que la psychanalyse, à votre avis, est à même de pouvoir opérer? Je romance puisque je suis en train de parler, mais ça ajoutera. Ouais, mais il me semble que la psychanalyse est en difficulté, comme nous le sommes parfois, hein, dans nombre de cas, hein, mais qu'elle est en difficulté. Pourquoi? Peut-être parce que elle est d'abord confrontée à un réel qui, jusqu'à un certain point, est nouveau pour elle. C'est-à-dire que des formes, par exemple, pourquoi pas, c'est des formes de présentation auxquelles le sujet s'accroche. Hein. Il y a eu un temps où Lacan a clairement dit que le symptôme, nous ne pouvions pas l'aborder simplement à partir du symbolique. Hein, et qu'il fallait l'apprivoiser, parfois, jusqu'au point où le langage en puisse faire équivoque. Ça me paraît quelque chose d'essentiel, une orientation importante pour les états limites, les cas limites, comme pour nombre d'autres difficultés, pathologies, hein. Et si nous ne perdons pas de vue que nous pouvons peu à peu amener le sujet à entendre autrement ce qu'il dit lui-même, eh bien il peut, comment dirais-je, prendre les choses autrement que comme ce pur et simple cette pure et simple disparition, en quelque sorte, dans ce dont il fait l'état d'abord. On entend effectivement, je veux dire, un discours très défaitiste aujourd'hui vis-à-vis de ceux qu'on reçoit, de cette clinique difficile. Et effectivement, on peut, je veux dire, les mettre au travail. Hein. Eux-mêmes peuvent venir s'y mettre au travail. Ils peuvent très bien nous mettre au travail. En plus, les livres, il y en a la preuve. Hein. Oui, oui. Ce qu'on peut rappeler, c'est que ce qu'on appelle maintenant les borderline, qui sont la version clinique avant d'entrer dans un transfert analytique, par exemple. Ces états limites sont aujourd'hui encore pour l'APA, l'Association de psychiatrie américaine, une indication pour les psychothérapies. Pour les psychothérapies, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de développer un transfert, et un transfert plus ou moins fort, comme on dit. Donc il y a déjà cet aspect-là. Ensuite, et à entrer même en analyse, hein, transfert. C'est pour ça qu'ils viennent. Ce sont des demandes nombreuses aujourd'hui qui viennent consulter les psychanalystes. Je peux t'interrompre un instant. Non seulement ils viennent, mais ils insistent et ils essayent de creuser ce qui fait difficulté pour eux. Et en ce sens, ils sont tout à fait dans les lignées de quelqu'un auquel tu as fait allusion, qui est l'homme loup. Hein, qui est resté tellement d'années en analyse, apparemment sans être nécessairement complètement soulagé, mais ça devait bien lui apporter quelque chose. Il s'est mis à peindre, il a eu une autre forme d'existence sociale, et je crois qu'il est à lui tout seul, parce que je crois que c'est l'ancêtre de nos états limites actuels, hein, il est à lui tout seul la preuve que le travail que nous faisons avec les cas dont nous parlons est quand même possible et souhaitable. Alors, au niveau thérapeutique, juste, moi je me sers beaucoup de la métaphore de Jean Houry par rapport au travail avec les psychotiques. Lorsqu'il dit, il a cette métaphore très heureuse, lorsqu'il dit, en travaillant comme ça avec ses patients, on peut essayer de chercher si dans leur enveloppe symbolique, il n'y aurait pas comme ça une petite braise qui reste encore brûlante, une petite braise. Et je dois dire que dans le travail, sous transfert, lorsqu'on va chercher avec ces patients, bien sûr, dans leur histoire, s'il n'y a pas
un petit accrochage où il y a un peu de désir, lorsqu'on le trouve, hein, comme le dit Henri, en soufflant petitement dessus et avec prudence, il y a quelque chose qui peut se rallumer et qui peut faire l'ouvrage. Oui. Pas mal, oui. Bon, on va rester avec la flamme. Alors, bon, donc un livre qu'on devrait lire là tous, hein, qui travaillent aujourd'hui dans cette clinique contemporaine. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Oui.